Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi je préfère R par rapport à Python et même plus généralement Type R par rapport à Python. Et il y a des explications derrière tout ça. Parce que j'ai fait une vidéo la semaine dernière qui explique pourquoi j'ai quitté Python. Et là, on va voir maintenant l'une des raisons aussi qui font que je préfère R par rapport à Python. Parce que, comme je vous ai dit, je suis en train de créer un langage de programmation qui s'appelle Type R, qui ajoute en fait un système de type au langage R et qui, au fur et à mesure que le temps est passé, donc c'est aussi ça qui m'a permis de réaliser, mais j'ai ajouté des fonctionnalités que j'aimais beaucoup et je me rends compte que ces fonctionnalités sont drastiquement différentes de ce que propose Python. Peut-être que ça peut exister, mais c'est un peu tordu, vous voyez. C'est pour ça que malheureusement, Python, c'est vrai que je l'aime pas dans sa syntaxe et dans la façon dont il est, mais je souhaite encore le réitérer. Python est un très bon langage, c'est pas pour rien qu'il soit extrêmement populaire, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le langage qui correspond à tout le monde. C'est juste que pour moi, R offre vraiment ce dont j'ai besoin. Donc on va voir aussi pourquoi est-ce que j'en parle. Peut-être je pourrais même faire des comparaisons avec Rust, comme par exemple, mais c'est juste que je vais parler du fait d'expliquer en fait pourquoi est-ce que je parle de ça. Un autre disclaimer que j'aimerais aussi adresser, c'est que oui, comme je vous ai dit, je n'aime pas Python en tant que langage. L'écosystème est incroyable et génial, mais c'est pas exactement le point qui m'intéresse le plus parce que, encore comme j'ai dit, Python à ses débuts n'avait pas le meilleur écosystème. Mais ce qui a fait qu'il a pu progresser ou gagner en fait en attractivité, c'est que par rapport aux autres langages, il y avait quand même quelque chose qui l'apportait, mais quelque chose qui aujourd'hui n'a plus de valeur pour moi en fait en tant que langage. C'est comme si on essayait de comparer les hommes d'aujourd'hui aux hommes d'avant en pensant qu'on est devenu meilleur. Mais en fait, je dois quand même dire que beaucoup d'entre nous en fait, nous sommes en fait assis sur les épaules de géants. Et qu'en fait, on ne serait même pas capable de pouvoir se débrouiller si on n'avait pas toute cette technologie avec nous. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on est meilleur que les hommes d'avant, c'est juste que les outils que nous utilisons sont bien meilleurs. Et c'est pareil aussi lorsque nous parlons en fait des langages. L'écosystème de Python est incroyable, l'écosystème de Java est incroyable. Est-ce que je pense que ce sont des bons langages? Ils sont bien, mais on trouve mieux. Aujourd'hui, on trouve largement mieux. La théorie des langages, les systèmes de langage sont devenus bien meilleurs. Vous regardez des langages comme Kotlin, comme Rust, comme Go, comme Swift aussi. Donc ce sont des langages qui sont bien meilleurs qualitativement parlant. Donc on pourrait dire oui, il y a un module pour ça, il y a un paquet pour ça, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que le langage en tant que tel est bien parce que le support en termes built-in n'est pas vraiment là. Comme Rousseau avait aussi dit dans son deuxième discours, dépouillez donc l'homme civilisé de ses inventions, de ses instruments, de ses machines, de ses armes, faites-le nu et sans secours comme la nature l'a fait. Remettez-le en lutte contre l'homme sauvage. Donc un homme du passé dont il parlait, bon, qui est un peu métaphorique. Et vous verrez combien tous les avantages disparaissent. Donc non, vous pouvez prendre tous les langages, si vous leur mettez le même écosystème qui vient souvent en fait avec la communauté qu'il y a derrière, il y a vraiment une grosse différence. J'avais parlé comme par exemple des pipes, parce que c'est vraiment pour moi l'une des meilleures inventions justement dans la programmation, parce que l'un des soucis que nous avons c'est le nesting. On peut voir cet exemple avec R notamment, parce que là je peux avoir un data frame et commencer à faire quelques opérations dessus, comme par exemple select, set name, ensuite on filtre un paramètre, un autre paramètre, un autre paramètre, un autre paramètre, et tout ça on peut juste l'enchaîner comme ça sans avoir à créer de variables intermédiaires. Ça veut juste dire que lorsque je fais toutes les modifications que je veux, je peux juste mettre le résultat dans un DF. Donc ça c'est l'économie vraiment. Et ça marche pas uniquement sur les data frames, mais vraiment avec tout, parce que le pipe operator va juste permettre d'envoyer le résultat de l'opération précédente en tant que premier paramètre de la suite. Le dernier résultat obtenu sur la gauche va en fait être envoyé en tant que premier paramètre de l'appel de fonction à droite. Et ça, c'est vraiment trop beau. Il y a aussi Rust qui fait quelque chose de similaire. Bon, après, c'est plutôt, on définit des fonctions ou des méthodes sur des objets simples. Et après, on peut le faire en tant qu'objet ou collection d'objets. Donc, on peut vraiment aussi faire des enchaînements comme ça. Ici, je combine une liste avec une autre liste. Je les enchaîne avec une troisième liste. Et après là, je fais juste quelques modifications ici, étape par étape, et je collecte les informations parce que dans Rust, il faut collecter les informations. Donc j'ai pas vraiment d'exemple avec Nim qui lui a l'Uniform Function Call, mais je peux vous expliquer ça avec Type R que je suis en train de créer. Donc en fait, l'Uniform Function Call, ça permet juste de créer une fonction et de pouvoir l'appeler comme on veut. Et notamment, à la place de simplement appeler incr, en faisant simplement un incr comme ça, et je mets 1, et après je suis obligé d'appeler un incr comme ça en faisant
une suite comme ça, comme on pourrait le faire en Python. Ici, je peux l'appeler sous la forme d'une méthode et je peux directement l'enchaîner comme ça. Donc j'ai pas besoin de faire plus de construction, plus de choses comme ça. Pour Python, j'ai cherché au niveau des pipelines, mais c'est vraiment difficile d'en trouver. Du coup, soit en fait il faut nous-mêmes l'implémenter, ou soit en fait il faut compter sur des librairies qui font des sortes de pipelines uniquement entre leurs objets. Pas très optimal, je dirais. Mais j'ai bien aimé sa technique justement parce que maintenant ça permet aussi de pouvoir faire ça. Bon, le truc, c'est qu'il va falloir entourer ça de parenthèses et utiliser le result et donc créer des classes pour ça. Mais donc voilà, ça veut dire que c'est le souci, c'est pas vraiment built-in. On pourrait dire il y a un package pour ça ou il y a un module pour ça, mais c'est pas construit par défaut et donc c'est plutôt quelque chose qui a été pensé après. Donc c'est l'un des défauts par exemple de Python. Un autre point, c'est la programmation fonctionnelle et c'est vrai que ce qui est assez connu, c'est le map reduce filter, mais il y a bien plus que ça, bien sûr. Mais le souci que j'ai trouvé en termes de limitation, c'est que en fait, on doit utiliser un list pour pouvoir retransformer le tout en liste à la fin. C'est un peu comme le collect dans Rust, mais on est obligé de nester, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre un map à l'intérieur d'un list. Donc vous imaginez lorsque on essaie de faire plus qu'une opération, donc plus qu'un map, plus qu'un filter, etc., ça devient compliqué. Il y a aussi la list conversion que j'apprécie pas mal chez Python, mais qui en fait est une forme de for loop glorifié, donc qui peut être écrit sur une seule ligne. Mais là encore, quand j'essaie d'enchaîner ou de créer finalement un enchaînement là-dedans, en fait c'est pas très possible. C'est juste que on est obligé après de nester ça à l'intérieur d'une autre liste comprehension, etc. Donc c'est plus rapide en tout cas qu'un map et tout, mais c'est pas enchaînable, c'est pas combinable en vrai. En R, je peux faire ça. Et si je veux après, je peux ajouter le pipe opérateur pour faire d'autres opérations par la suite. Donc c'est ce que je trouve vraiment beau avec ça. Alors aussi, c'est vrai que les modules dans Python sont incroyables, mais c'est vrai que ce que je trouve incroyable en tant que tel dans l'univers de R, c'est que je trouve en termes de qualité, on trouve très facilement aussi. Donc lorsqu'on regarde taille diverse, nous avons énormément de trucs pour traiter à bien les données. Donc que ce soit simplement les filtrer, que ce soit simplement faire des analyses, des résultats, etc. Donc c'est incroyable, taille diverse, très recommandé. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir tester Panda comme par exemple ou NumPy. NumPy, une grande partie en fait peut être fait avec du basic R grâce à la vectorisation. Mais pour ce qui concerne Panda ou d'autres outils justement de traitement, de visualisation, etc., taille diverse en fait, il a tout et mieux. Franchement, peut-être que si vous faites du Python et que vous ne connaissez pas taille diverse, je vous recommande parce que c'est très puissant. Pour continuer aussi un peu là-dessus, c'est vrai qu'on dit que Python est lent, mais à l'aide de modules, donc encore une fois, cette histoire de modules, on peut augmenter sa vitesse, donc ça aussi pareil pour R, maintenant que nous avons aussi d'autres outils et d'autres tools qui nous permettent d'appeler aussi du code C, C++, même Rust en fait, en natif. Donc c'est juste que dans l'actualité, je pense que les modules Python en tout cas ont quand même cet avantage d'avoir cette grande communauté derrière et qui permet de soutenir le projet, mais en tant que tel, on va faire bien mieux avec ça. Aussi, ce que j'ai énormément apprécié chez Python, c'est les type int qui nous permettent aussi de pouvoir créer nos propres types et de travailler avec. Et je dois avouer que l'un des trucs qui m'avait pas mal plu, c'est comme par exemple en fait les types primitifs de base lorsqu'on parle d'ifloat. Et lorsqu'on commence à aller dans les types composés, bien que c'est du typage structurel que je trouve extrêmement puissant, on se retrouve avec quand même des notations que je trouve un peu... qui sont pas tellement à mon goût. Mais simplement parce que oui, nous avons list, ensuite encadré comme ça avec float. Je pense que c'est juste peut-être parce que je suis pas du tout habitué à la syntaxe, mais ça devient très vite clunky lorsqu'on essaie de travailler avec. Dictionnaire aussi, si je trouve ça sympa aussi. Les tuples aussi, leur notation un peu bizarre. C'est pour ça que, je suis pas très à fond là-dessus. Après, ce qui concerne la chose qui m'a le plus blessé, c'est plutôt les collables, ou les collables, je crois, ou les collables. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais là où en fait, on définit la fonction de cette façon-là, donc avec les types à l'entrée et le type à la sortie. Et je dois avouer que, en tout cas, dans toute ma carrière, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi peu lisible en tant que tel. Et c'est parce que on revient encore à cette histoire de nesting, là où en fait on met encore des trucs à l'intérieur d'autres trucs, ce qui rend le truc pas super lisible en vrai. Mais ils ont l'avantage d'ajouter des types.
Dans le cas de TypeR que je suis en train de créer, donc là cette fois-ci je peux vraiment designer les trucs comme je veux en fait. Ici nous avons tout simplement la capacité de créer des types aussi en faisant un type, et je les trouve beaucoup plus propres. Un tuple peut être orienté comme ça parce que ça ressemble plus aussi à une structure, donc ou un record. Donc cette fois-ci c'est sans les tags ou sans les noms. Ici nous avons aussi la fonction qui prend des paramètres et a une valeur de sortie, qui ressemble un petit peu plus à une forme de fonction qui est agréable, on va dire. Et ici nous avons aussi les tableaux qui peuvent aussi être des tableaux récursifs en vrai. Donc là encore une fois c'est juste parce que j'ai créé aussi un système de type au-dessus mais qui ajoute aussi beaucoup de trucs quoi. Donc c'est pour ça que encore une fois TypeR est quand même en fait ce qui correspond le mieux parce qu'il ajoute vraiment les avantages de R sans les défauts de Python, avec les avantages d'un langage typé et d'autres fonctionnalités modernes de construction. Aussi un autre point dans Python, c'est que sa programmation orientée objet, en fait, bon déjà, je suis pas extrêmement fan de la programmation orientée objet, donc surtout lorsque c'est un peu trop encapsulated, mais en plus, dans ce cas présent, en fait, Python n'implémente pas d'interface, qui pour moi, en fait, c'est quand même mieux que l'héritage, donc Python force généralement l'héritage, mais on peut implémenter l'interface en utilisant de l'héritage et en faisant un tas de trucs. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir faire ça, il va falloir utiliser un tutoriel ou utiliser un package. Ou vous pouvez aussi utiliser des protocoles dans la librairie de typing, et donc ce qui vous permet aussi de pouvoir créer des objets qui vont en fait suivre vraiment certains protocoles en termes de valeurs qu'ils doivent avoir, mais aussi en termes de fonctions et tout. Ce qui peut être aussi mis en place pour ressembler à des interfaces, mais qui n'est pas exactement ça. Mais en tout cas, franchement, je trouve que ça fait partie de l'une des meilleures améliorations que j'ai vues dans Python. Mais malheureusement, comme j'ai dit, ça ne change pas le fait que sans orienté objet est cassé. Mais on va pas se mentir non plus, dans R, l'OOP est aussi un peu... Non, est vraiment bizarre et tordu parce qu'en fait, nous avons différents systèmes pour faire de l'orienté objet, et chacun d'entre eux en fait a sa propre philosophie, sa propre école. Donc il y a le S3, S4, il y a le RC et le R6. Bon, parce que en fait, on recommande quand même d'utiliser plutôt la programmation fonctionnelle dans R, ce que j'apprécie pas mal. Mais dans TypeR, j'ai pu régler ce problème, donc en créant un système où on s'intéresse uniquement à créer des types, des fonctions sur ces types, et ensuite le langage lui-même fait les inférences, le langage lui-même fait tout ce qui concerne le sous-typage qui remplace l'héritage et qui permet en fait de travailler simplement. C'est pour ça que je suis aussi d'accord dans R, ça c'est aussi assez bizarre, mais quand même je trouve plus supportable que dans Python. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, je suis aussi en train de développer un langage de programmation appelé TypeR, donc qui va juste ajouter un système de type au-dessus de R, mais pas seulement que ça, mais aussi ajouter des éléments syntaxiques que j'aime beaucoup et des fonctionnalités que j'apprécie. C'est juste que c'est vrai que dans sa syntaxe, plus je suis en train de travailler dessus et plus je me rends compte en fait qu'il ressemble de moins en moins à Python. Comme j'ai dit aussi, c'est juste que j'utilise de moins en moins en fait le langage Python parce que je trouve toujours en fait meilleur à côté. Donc malheureusement, c'est vrai que ce sera fini pour moi avec Python, mais on sait jamais. Le futur peut nous surprendre aussi, mais dans l'actualité, je pense que je suis plutôt du côté de R, faire du tooling avec R ou utiliser d'autres outils, donc, que ce soit, comme j'ai parlé, Nushell, des langages comme Rust aussi, Rust que j'utilise pas mal, et d'autres aussi qui peuvent être pratiques ou intéressants, donc je pense que je serai plutôt là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et dans la suite, je pense que je pourrais encore parler un petit peu des modifications que j'ai fait aussi au niveau de TypeR, parce que j'ai décidé de plutôt faire en sorte à ce que ce soit maintenant un langage avec un système de type qui est plutôt incrémental, donc on peut ajouter nos types progressivement pour pouvoir créer du code de plus en plus sécure selon en fait la mesure que nous avons, parce que le typage incrémental est vraiment pratique. Dans Python, il y a ça et c'est l'un des trucs que j'aime bien. Donc peut-être c'est le truc on va dire que j'ai gardé jusqu'à présent. Donc voilà, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine fois et d'ici là que Dieu vous bénisse.